sur comment un personnage qui n'a pas peut-être... On a tous compris. Et donc aujourd'hui, il n'y a que la commission d'enquête du Sénat qui remettra un rapport. La question de fond, c'est que faisait M. Benalla à l'Élysée? Parce qu'au fur et à mesure des auditions, on n'a pas une définition précise du poste de M. Benalla. Il nous a dit lui-même qu'il était facilitateur et coordinateur à l'Élysée. Ça pose question quand même. Hein. Est-ce que l'Élysée a besoin d'un facilitateur, jeune homme qui n'a même pas 27 ans, qui n'a pas de formation particulière liée à la sécurité? Voilà, on me dit il a bénéficié d'un ascenseur social parce qu'il est issu du quartier populaire. Moi, je trouve ça très très bien. Mais dans ce nouveau monde où on nous dit que rien n'est comme avant, il a surtout bénéficié de copinage comme il y a toujours eu. Avant, voilà, il a été membre du PS, membre de En Marche, et aujourd'hui, il a un poste quand même bien rémunéré. Il avait un poste bien rémunéré à l'Élysée. Donc voilà, c'est tout ça qui nous interpelle et qui nous pose question sur le fonctionnement de l'Élysée aujourd'hui. Hein. C'est le président aujourd'hui qui doit répondre de ça. Voilà, le Parlement est dans son rôle. Il est aussi là pour protéger les institutions et se questionner sur le fonctionnement des institutions. Donc, éviter voilà. Les dérives, c'est ça que vous voulez nous dire, les dérives qu'on peut faire dans une institution. Bien sûr, il y en a voilà. Donc le Sénat remettra son rapport, je suppose, sous la présidence de M. Bas, qui a été un extraordinaire président de cette commission, je pense pour la fin de l'année, puisqu'il y a eu encore des auditions la semaine dernière. Voilà. D'accord, merci Jacqueline Eustache-Brignot. Et puis alors, troisième sujet, donc c'est le sujet d'actualité. Le 13 octobre, vous vous présentez à la présidence des LR en Val d'Oise. On a bien entendu lors du débat donc entre notre Premier ministre Édouard Philippe et puis donc Monsieur Wauquiez, que je vais reprendre d'ailleurs les quelques mesures phares qu'a annoncé donc notre Premier ministre, et puis qui a été interpellé par Laurent Wauquiez, surtout sur l'immigration, et qui a annoncé 250 000 personnes titularisées sur un an en 2017. Et donc c'est pourquoi d'ailleurs Laurent Wauquiez a annoncé, si on continue comme ça, on va arriver au million dans 5 ans. Et d'ailleurs, votre concurrent Sébastien Meurant, lui, a dit qu'il était tout à fait pour une discussion entre les LR et le parti de Marine Le Pen. Qu'en pensez-vous ? Vous imaginez bien que je ne peux pas partager ces propos. Moi, je suis une petite fille de la République qui pense que nous devons être en permanence ouverts aux réalités de ce pays. Moi, la ligne rouge, elle est franchie quand on dit qu'on peut discuter avec le Front National. Je veux dire, ça, c'est pour moi quelque chose d'impensable et d'inadmissible et dont on n'a absolument pas besoin. Je voudrais juste dire 2 mots. Oui, nous avons... évidemment vécu une période extrêmement difficile avec les présidentielles et législatives l'année dernière. Oui, nous avons tout à reconstruire. Oui, nous avons à travailler pour présenter aux Français un programme pour les prochaines séances présidentielles, mais il y en a d'autres avant, mais pas à n'importe quel prix. Moi, je dis toujours que nous ne sommes pas à vendre, nous les élus, et je l'ai déjà dit ici dans des combats que j'ai menés. Donc, soyons nous-mêmes et sachons simplement réécrire notre propre histoire, l'histoire des Républicains, l'histoire de la droite républicaine, avec ce que nous avons apporté pour ce pays. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller au-delà, et on ne doit pas aller au-delà, très clairement. Donc pour vous, c'est clair, pas d'alliance avec le mouvement Rassemblement National de Marine Le Pen. Non. Contrairement à Sébastien Meurant, donc. Après, c'est son choix, mais c'est surtout pas le mien. Et je ne suis pas sûre que ce soit l'envie et le choix, et je l'espère, de la plupart des Français qui partagent... qui sont encartés au LR, donc. Encartés ou pas. Encartés ou pas. Notre objectif, c'est d'aller rechercher ceux qui nous ont abandonnés, mais qui ne sont pas allés au Front National pour autant, d'ailleurs. Alors, je vous propose, d'ailleurs, Jean Spiri peut participer, tout comme nos autres invités, à la discussion qu'on va avoir, Jacqueline Eustache-Brignot, sur les différents... Moi, j'ai retenu 5 mesures qu'a annoncé Édouard Philippe. Il a ouvert la porte à la dégressivité de l'assurance chômage, si vous l'avez entendu. Il a dit qu'elle pourrait être envisagée dans certains cas. Pour ceux qui ont une employabilité, pour ceux qui ont des salaires très élevés, une forme de dégressivité peut avoir du sens. Qu'en pensez-vous ? Jean Spiri, allez. Écoutez, la dégressivité, ça veut dire quoi dans certains cas? Ça veut dire pour les cadres supérieurs. Jusqu'à quel âge? Parce que l'employabilité d'un cadre supérieur après 50 ans, elle est parfois compliquée. Jusqu'à quel âge, pour quel revenu, jusqu'à quel âge, etc., etc. Il y a tout encore à préciser dans cette mesure. Qu'en effet, l'indemnisation française soit parmi les plus généreuses d'Europe,
et qu'elle monte très haut, on est d'accord. Que peut-être monter aussi haut n'est pas forcément une bonne idée, on est d'accord. Quelle économie ça représente, encore une fois, combien de personnes ça concerne, et surtout, moi je suis très attaché à l'employabilité après 50 ans, et même parfois 45 ans. On constate qu'il est de plus en plus difficile pour les cadres qui se retrouvent en dehors de leur entreprise de retrouver du travail, et donc j'allais dire, quand on aura mis tout en œuvre pour garantir leur employabilité jusqu'au bout, on pourra aborder cette question de la dégressivité. Merci beaucoup. Vous voulez réagir? Moi je partage tout à fait les propos qui ont été présenté à l'instant. C'est vrai que c'est une espèce de globalité, on ne sait pas qui ça concerne, les montants, le pourquoi, la durée. Enfin voilà, je pense qu'il y a quand même une grande partie des personnes qui sont au chômage aujourd'hui qui n'auraient qu'une envie, c'est de retravailler. On sait très bien qu'il y a toujours une marge de personnes qui profitent de tous les systèmes, et là, nous devons être clairs, on doit lutter contre cela. Mais après, il faut clairement dire combien de personnes ça concerne et quelle est l'économie, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée. Aucune idée. Alors la deuxième phrase que j'ai retenue, c'est, bon évidemment, il peut pas faire autrement que de défendre le président sur la formule que Emmanuel Macron a adressée à un chômeur: je traverse la rue et je vous trouve un travail. C'est quoi? C'est juste une bêtise, une bêtise de parole? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que d'abord, il y a beaucoup de mépris dans tout ça. Et il y a probablement un président, je veux dire, alors je sais que ça va être très politicienne ce que je vais dire, on a un président qui est décalé, sincèrement, qui est décalé par rapport à ce que vivent la plupart des Français, enfin des habitants de ce pays. C'est-à-dire, dire à un jeune qui vient de passer un diplôme pour être horticulteur, dont c'est le rêve, hein, tu traverses, tu vas être serveur dans le café en face. C'est du mépris pour ce jeune qui a un rêve. Si on n'a pas de rêve à 20 ans, sincèrement, c'est un peu difficile de concevoir la vie. Puis c'est du mépris aussi pour le gamin qui a passé son diplôme de serveur et qui est serveur dans le métier. Donc c'est pour moi quelque chose... voilà, qui prouve que ce président est décalé dans ses propos et dans la gestion de sa com. Il va falloir qu'il fasse attention au président. Vous êtes d'accord, Jean Spiri, ou vous avez une autre opinion? Là, j'ai deux réflexions. On ne peut pas faire atterrir la réflexion macro sur le micro que vivent les gens. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, aujourd'hui, on a plein de secteurs qui manquent de bras, qui ont des emplois à pourvoir, et dire, mais attendez, c'est très simple, de l'autre côté, on a plein de demandeurs d'emploi, et pouf, ça va marcher d'un coup, d'un seul. Ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a plein de frais au marché du travail, il y a des questions de transport, il y a des questions de logement. Dans la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, on les étudie très près. Xavier Bertrand avait pris un très bon exemple. Il avait dit, voilà, moi j'ai rencontré un jeune, il était à Ville, il est à 20 km des emplois sur la côte, il n'a pas le permis, il n'a pas de voiture. Voilà, donc lui, c'est pas la rue à traverser, c'est 20 km à faire, il n'a pas les moyens de les faire. La réalité, elle est un tout petit peu plus complexe que ce qui a été exprimé, et c'est vrai que là, on a peut-être manqué un petit peu de pensée complexe. D'humilité et de pensée complexe. Non, moi, je ne mettrais pas sur l'humilité. Je trouve que, vous voyez, l'humilité, c'est quelque chose de fort. Moi, je juge pas la façon dont le président de la République se comporte avec les gens. Mais en tout cas, de sens de comment sont les réalités dans notre pays, dans beaucoup de régions, et y compris en Île-de-France, y compris chez nous. On le voit bien, les transports pour aller rejoindre un emploi parfois à 10 km, ça oblige à repasser par Paris. On a ces complexités-là aussi dans la région. Merci Jean Spiri. Alors, dernière phrase que j'ai retenue, c'est « Il a expliqué être plutôt favorable à la PMA à titre personnel après avoir été contre ». Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de la PMA et de la GPA, justement? Jacqueline Eustache-Brinio. Moi, je viens m'exprimer là-dessus. Je pense que ces problèmes sociétaux, ils sont complexes, mais il y a quelque chose qu'il faut poser. Moi, je pense, enfin voilà, c'est à titre personnel, le droit à l'enfant, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est pas un droit. C'est pas un droit de la Sécu, c'est pas le droit au chômage. Le droit à l'enfant, pour moi, c'est déjà à titre personnel un mot qui me choque, sincèrement. La vie fait que malheureusement, des gens ne peuvent pas avoir d'enfant pour X raisons. Pour X raisons. La GPA, ça c'est sûr que pour moi, ça c'est quelque chose. C'est inconcevable. Inconcevable. Voilà, le marchandage du corps, pour moi, c'est inconcevable. Après, le reste aussi, si on commence à... Alors, en plus, ces problèmes sociétaux, ils sont très personnels, ils sont liés à des histoires, ils sont liés... Voilà. Mais il faut arrêter de penser, voilà, moi, c'est vraiment ma position personnelle, que le droit à l'enfance est inscrit dans le marbre. Non. La vie fait que, malheureusement, de tout temps, il y a eu des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est triste, c'est vrai que c'est difficile, c'est lourd. Je pense que pour un certain nombre de couples, de femmes et d'hommes, c'est compliqué. Mais il faut déjà aussi poser ça avant d'aller beaucoup plus loin. Puis ça pose quand même quelques problèmes. On pense aux adultes, mais on ne pense pas toujours aux enfants. On pense aujourd'hui, dans le débat que nous avons, d'abord aux adultes et on ne pense pas aux enfants. Voilà.
Un enfant, il doit savoir qui est son père, qui est sa mère. Voilà, pour des raisons très très personnelles, je sais ce que c'est que de ne pas savoir, pas à titre moi, mais dans des gens qui me sont très proches, qui ne savaient pas qui était leur père, qui était leur mère. Je peux vous assurer qu'on ne se construit pas bien quand on ne sait pas qui est son père, qui est sa mère. Ce n'est pas si simple. Et on ne pense pas aujourd'hui suffisamment à l'enfant. Absolument, moi je rejoins tout à fait votre propos, on ne pense pas suffisamment aux enfants. Et d'ailleurs, j'ai alerté, je souhaite faire une émission avec les 2 associations qui s'occupent des enfants en Val d'Oise. C'est la Voix de l'enfant en particulier, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les enfants. Jean Spiry, vous voulez peut-être réagir? Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur les enfants. Mais moi, je séparerais le sujet. D'abord, je ne comprends pas pourquoi on parle de PMA et tout de suite on enchaîne sur GPA. C'est 2 techniques reproductives qui n'ont absolument rien à voir. Il y en a une qui est autorisée en France, qui est la PMA, et une qui est strictement interdite, c'est la GPA. Donc aujourd'hui, le débat, il est sur la PMA. Moi, j'y suis à titre personnel favorable à l'ouverture de la PMA aux couples homosexuels notamment. Je crois qu'il y a une capacité aujourd'hui à élever des enfants qui est reconnue, mais j'alerterai aussi sur la question de la manière de mener le débat. On peut avoir, comme on l'a exprimé ce matin, des opinions différentes sur ce sujet. Et en plus, c'est un sujet qui touche, j'allais dire, à la réflexion personnelle, à l'intime, qui est un sujet qui est séparé même parfois des orientations politiques des uns et des autres. Simplement, il faut vraiment le faire dans le respect, parce que derrière, il y a des familles avec des enfants, il y a des personnes. Et quand je vois la recrudescence d'homophobie, y compris dans notre région, je me dis qu'il va falloir ne pas refaire peut-être l'erreur qui a été faite dans le débat de 2013, où finalement on a eu une vraie fracture sociale, et c'est ça qui est important d'éviter, et d'être dans le respect des différentes opinions. Voilà. D'accord. Donc, en fait, vous voulez nous alerter sur le fait que vous parlez du mariage pour tous quand vous dites la fracture de 2013, hein, c'est bien ça? Voilà, donc effectivement, le respect, c'est la première des règles en société. Le vivre ensemble ne peut pas exister s'il n'y a pas de respect, de toute façon. Je pourrais dire 2 mots là-dessus. C'est vrai qu'en 2013, il y a eu des mouvements. Aujourd'hui, c'est un non-sujet. Aujourd'hui, le mariage pour tous. Enfin, moi déjà, à titre personnel, je n'ai jamais participé à la quelconque manifestation contre le mariage pour tous. Je pense que les sociétés, elles évoluent, et aujourd'hui, on voit que cette loi, elle pose plus de problème à personne, et que je pense que voilà, tout ça est rentré dans la normalité, au sens que les gens ne se posent plus de questions. Et je pense, franchement, je ne pense pas que la discussion qu'on a autour de la PMA est un lien avec l'homophobie. Sincèrement, je pense que s'il y en a un, il faut le combattre, alors là, clairement, mais je ne suis pas sûre que ce soit... Enfin, ce n'est pas en tout cas ce que je ressens dans les débats qu'on peut avoir ou les discussions qu'on peut avoir. Je pense qu'il faut... D'ailleurs, il faut qu'on sorte de ça, parce qu'il ne faut pas ramener le sujet à ça. Enfin, ce n'est pas du tout ça, le sujet. Donc, je pense que nous sommes dans un pays où on doit avoir une tolérance, et on doit accepter que nous ne sommes pas tous les mêmes. Mais je pense, très sincèrement, je ne pense pas que le débat sur la PMA... et des relents homophobes. Enfin, en tout cas, s'il y en a, il faudra lutter contre. Jean Spiry. S'il est bien mené, justement, c'est-à-dire s'il est sur les questions éthiques, et sur une vraie réflexion éthique de fond, on pourra éviter cet écueil. Oui, il faut. Enfin, on peut comprendre que ça fasse peur, ce débat, hein, c'est sûr, que ça fait peur. C'est un sujet qui fait peur. On va passer la parole à Gilles-Antoine Gentry, qui veut s'exprimer. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste en PMA, je ne suis pas du tout politique, mais j'ai l'impression que la PMA, c'est un peu une espèce de passerelle entre une naissance normale et une adoption standard. Enfin, c'est une espèce d'entre-deux. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, en tout cas. Donc, j'ai pas d'avis dessus, mais je me dis que c'est pas si novateur que ça, entre une adoption où un enfant qui n'a été conçu ni par l'un ni par l'autre arrive dans une famille, et un enfant conçu par l'un et par l'autre arrive dans une famille. Là, c'est un enfant conçu par l'un et à moitié par l'autre. Enfin, c'est un peu un entre-deux. C'est un sujet très très vaste. Comme je vous propose de revenir en discuter avec moi quand on verra le sujet sur justement le droit de l'enfant, parce que peut-être qu'effectivement là aussi, il y a peut-être un problème dans notre pays sur l'adoption déjà des Français qui ne sont pas toujours adoptés. Là aussi, il y a un vrai sujet. Jacqueline Eustache-Brignot, je vous invite à revenir parler de ce sujet avec moi à une date ultérieure. Jean Spiry aussi, d'ailleurs, avec plaisir, parce que c'est, comme je disais, c'est un sujet très lourd. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale pour vous faire plaisir, Jacqueline Eustache-Brignot, parce que je sais qu'après, vous devez partir. On va vous faire écouter La Mama de Charles Aznavour. Je vais bien démarrer la journée. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas. Je vais bien démarrer la journée avec La Mama.
Non, mais c'est vrai que c'est compliqué ce débat sur. Vous savez, sincèrement, ne pas savoir qui est son père, qui est pas sa mère, c'est quelque chose qu'on porte. Ah, moi, j'ai eu ma mère qui a ça. Je peux vous assurer. Oui, mais c'est des histoires familiales lourdes. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas cacher un enfant qui est son père, qui est sa mère. Tout ça, ouais, mais du coup. Mais dans l'adoption, normalement, il y a un dossier avec l'origine des parents. Ouais, et puis, de toute façon, un enfant, même s'il est élevé par un couple homosexuel, bon, ça, c'est vraiment pas le sujet. Il va bien à un moment se poser la question, il est issu d'un homme et d'une femme, il ne faut pas lui cacher. Donc, ça, c'est ça qui est compliqué. Ah oui, là-dessus, c'est la transparence. C'est impossible de lui cacher. Enfin, les enfants savent très vite comment on fait un enfant. Non, mais fut une époque, à notre époque, c'est plus possible, mais il y a encore 10 ans, c'était. Aujourd'hui, c'est Et puis il y a des soucis. J'allais dire, c'est plus facile de cacher dans le cas d'un couple hétérosexuel que d'un couple homosexuel. Oui. Enfin, nous sommes plus jeunes, mais dans les générations plus anciennes, il y avait tellement de tabous, de choses tabous. C'est ça aussi. Elles avaient des carcans dans les familles, il y avait des carcans. Là, bien sûr. Enfin, ça existe encore de toute Bien façon. sûr. Nous, on le vit pas, mais ça existe partout. Regardez, c'est Vous compliqué. savez, moi, je préside une maison d'accueil d'enfants placés par ordonnance judiciaire et sociale à l'enfance d'enfants très cars. Mais c'est monstrueux, ces petits bouts, comme ils se construisent. Hein. Et ils sont placés à 8 jours parce que, pour un plein de raisons, il y a des mamans, on ne sait même pas si elles sont les mamans, les papas. Enfin, mais c'est lourd, ces enfants. Vous ne pouvez pas imaginer physiquement ce qu'ils portent quand ils sont tout petits. Tout petits. Non, mais attendez, moi, j'ai parlé de la maltraitance des enfants il y a 8 jours. Avec Michel Berti. Ah bah oui. Et donc, parce que j'ai parlé du livre de Françoise Laborde, vous avez entendu parler du livre de Françoise Laborde? C'est dramatique, il y aurait entre 70 000 et 100 000 enfants maltraités chez nous. Bien sûr. Et attendez, le dernier en date, il y en a un, je veux dire, il est mort de faim. Il y en a l'autre, il était enfermé pendant toute la journée par le beau-père. Il avait le droit de manger qu'une fois par jour à moins de 3 ans, mais il y a des gens qui sont fous. Nous, on a accueilli des bébés de 3 mois avec des bras cassés. Mais c'est genre. Quand c'est encore que ça, allez, j'allais dire. Ouais, mais enfin, le gamin, je vous assure que ça, on porte ça toute sa vie. Parce que là, non mais attendez, vivre pendant 3 ans enfermé dans la salle de bain du matin au soir et n'avoir à manger qu'une fois par jour, jusqu'à l'âge de 3 ans, mais c'est dingue. Bon, après, c'est une question de moyens. Hein. Non, là c'est une question d'état De moyens aussi, psychologique. mais de moyens aussi pour les placements. Moi, les enfants que j'ai, c'est quand même 200 € par jour pour le conseil départemental. Hein. Chaque enfant placé dans mon institution. Vous imaginez les budgets qu'il faut. Quoi. Ah oui, c'est colossal. Puis on ne peut pas toujours les mettre en famille d'accueil. Du coup, avec Michel Berti, on a annoncé la création de la nouvelle maison. Ouais. Bon, sur ce, je vous laisse, messieurs, dames. À bientôt. À bientôt. Merci Jacqueline pour votre présence. Ça va être des blagues. Pour montrer que je suis un peu plus ouverte. À bientôt. À très bientôt. Bonne fin de journée à vous. Ok. Au revoir, madame. Au revoir. Tu veux t'asseoir? On reprend, Quentin? D'accord. Jean Spiry, c'est à vous, maintenant. Je n'avais pas le sentiment d'être dessus pour l'instant. Comment? Au bar de l'économie, vous venez d'entendre bien sûr Charles Aznavour, à qui on rend hommage avec son titre La Mama, pour faire plaisir à nos invités du jour. Jacqueline Eustache-Brignot nous a quittés, donc nous reste avec nous Jean Spiry, Anne-Nicolaï Fournier, et puis Antoine Gilles et Géraud Gentric. Alors on va tout de suite passer la parole à Jean Spiry, beaucoup d'actualités. Alors tout d'abord, on est ravis qu'enfin une école européenne à Courbevoie. Donc vous avez fait la demande, ça passe par l'Europe, c'est bien ça, Jean Spiry? Tout à fait, oui. Le dossier d'ouverture d'une école européenne décidé par la Commission. Ça sera la deuxième école européenne en France, après Strasbourg, puisqu'en fait les écoles européennes naissent à côté des institutions européennes. Donc Strasbourg, on comprend tous pourquoi. Et alors pourquoi Courbevoie? Parce que l'agence bancaire européenne, qui était à Londres, va s'installer à la Défense, et plus précisément à Courbevoie, puisque la moitié de la Défense est sur Courbevoie, va s'installer à la Défense dans le cadre du Brexit. Donc il fallait ouvrir une école européenne pour les enfants de fonctionnaires européens de l'agence bancaire européenne. Mais elle ne sera pas réservée qu'à eux. Tant mieux, parce que ça fait longtemps en Ile-de-France qu'on attend une école internationale ou européenne. Alors en fait, on développe, et c'est vrai que c'est une stratégie qui va aussi bien au niveau de la région avec Valérie Pécresse, au niveau des différents départements. Dans les Hauts-de-Seine, Patrick de Villegent est très actif, d'avoir plus d'établissements internationaux. Donc on a déjà ouvert des classes en 7 sections internationales à Courbevoie.
depuis l'année dernière et dès la maternelle. C'est la première fois en France qu'on en ouvre depuis la maternelle. On a l'anglais britannique, l'anglais américain, l'allemand, l'arabe, le chinois, le coréen, le japonais. Ah oui, c'est Donc, énorme. tout ça en section européenne, déjà ouvert à Courbevoie, avec un recrutement très large. Alors Ce qui veut justement, dire que c'est sur toute ça allait être ma l'académie de question. Versailles, et ça veut dire que même les habitants du Val d'Oise peuvent aussi, d'ailleurs c'est toute académie de la région parisienne, donc même les habitants du Val d'Oise peuvent candidater. Après, c'est un recrutement qui est fait par l'Éducation nationale sur dossier, et ça sera pareil pour l'école européenne quand elle ouvrira ses portes à partir de l'année prochaine. Alors justement, donc, elle ouvre ses portes quand exactement? Est-ce que pour septembre 2019, on va pouvoir inscrire ses enfants en école européenne? Oui, on sera prêt. Alors, il n'y aura pas encore tous les niveaux, mais il y aura la plupart des niveaux à partir de septembre 2019. Et donc, les dossiers seront disponibles sur le site de l'Académie de Versailles à partir, je pense, du printemps. Alors donc, vous accueillez des enfants à partir de quelle classe ou quel âge? Donc, à partir de la deuxième année de maternelle, puisque le système européen commence en deuxième année de maternelle. Il n'y a pas de première année de maternelle. Voilà. D'accord, et ça va aller jusqu'à quelle classe? Terminale? Jusqu'au bac. Ouais. Donc là, je suppose, nouveau recrutement d'enseignants, des enseignants Oui, particuliers. tout à fait, puisque la particularité d'une école européenne, c'est que l'enseignement se fait majoritairement dans une langue étrangère. C'est le seul cas d'école publique qui se fait, où l'enseignement se fait majoritairement dans une autre langue que le français. Nous commençons à ouvrir avec l'anglais, sachant que l'école de Strasbourg fait toute une page sur le site de l'Académie de Versailles qui présente les sections internationales, demain qui présentera l'école européenne, et il y a toutes les modalités d'inscription. Pour nous, c'est un projet qui est, on est avancé très très vite, si vous voulez, entre le moment où le gouvernement nous a dit on aimerait bien ouvrir une école européenne, est-ce que vous êtes partout à Courbevoie? Jacques Kosowski, notre maire, a tout de suite dit oui, on a déjà fait les sections internationales, on a l'habitude, on a envie, on est persuadé qu'au pied de la Défense, on doit avoir une offre internationale. C'est allé très vite. D'ailleurs, demain, Jacques Kosowski sera à Strasbourg pour rencontrer justement... Je rappelle que c'est le maire de Courbevoie. Le directeur de l'école européenne de Strasbourg. Donc on essaie d'avancer très vite, de bâtir ce projet. Et pour nous, c'est un challenge assez formidable. Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'on l'a vu avec les sections internationales, ça profite à tous les élèves, à toutes les écoles de la ville, parce qu'il y a des ponts qui se créent, il y a plein d'activités qui se mettent en place. Et donc c'est vraiment une chance pour toute la ville, même si tous les enfants ne sont pas dans ces sections, bien évidemment. Moi, ça fait longtemps que je prône pour l'anglais à la maternelle dans toutes les écoles de France, parce qu'on est quand même un des rares pays européens à ne parler qu'une seule langue finalement. C'est vrai, alors c'est un peu dommage. Les enseignantes soient bilingues, c'est peut-être aussi ça le souci de formation des enseignantes peut-être. Et peut-être aussi à faire venir des spécialistes qui fassent 1 heure par semaine. Un prof d'anglais peut venir faire 1 heure par semaine à des enfants. Alors, il faudrait plus de souplesse. Pour soutenir un peu les enseignants à Courbevoie, on a déployé un logiciel qui s'appelle Little Bridge, qui est un logiciel d'apprentissage de l'anglais qui est très bien fait, très pédagogique. Donc comme ça permet pour les enseignants qui le souhaitent d'avoir un support en anglais avec le bon accent, etc. Ce qui peut être intéressant. Donc vous voyez, en matière de langue internationale, on fait plein de choses. Voilà, donc vous avez bien compris, le lycée donc Lucie Aubrac accueille donc une école internationale à partir de 2019. Si vous avez envie que votre enfant... Européenne, pardon. Si vous avez envie que votre enfant apprenne d'autres langues et donc poursuive sa scolarité, eh bien, remplissez un dossier, allez sur le site de l'Académie de Versailles. Alors, second sujet avec vous, Jean Spiré, aujourd'hui, eh bien, vous avez parlé récemment de la cohésion des territoires. Vous avez fait une tribune dans Le Point à ce sujet. Qu'est-ce qui a changé en 1 an? Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. C'est un vaste sujet, je sais. Qu'est-ce qui a changé? C'est toujours pareil. Il y a eu des mesures qui ont été prises, qui sont des bonnes mesures pour la revitalisation des centres-villes, ce qui dans beaucoup de zones rurales, les zones périurbaines est un vrai souci. Il y a eu des mesures pour le déploiement du numérique dans les territoires. Et je peux vous dire, moi j'étais ce week-end encore en Lozère, il y a encore beaucoup de boulot pour y arriver. Mais moi, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'on manque d'approche globale. Aujourd'hui, les collectivités ont de moins en moins de marge de manœuvre. Et pour résoudre des problèmes concrets... Vous parlez de la baisse finalement des dotations financières, c'est ça que vous voulez nous dire? Des dotations, et je parle aussi du fait que souvent on laisse les compétences à moitié aux collectivités, ce qui est dommage. Je parlais tout à l'heure du chômeur d'Abbeville dont parlait Xavier Bertrand, qui était à 20 km de sa zone côtière. Vous voyez, la région, dans les Hauts-de-France, il a mis en place la voiture à 2 € par jour,
il a mis en place toute une série de petites mesures très simples d'aide au permis de conduire, etc., qui permettent de remplir ce gap. Et c'est la différence que j'exprimais entre avoir une maison très d'en haut, qui est vrai, disant aujourd'hui, attendez, il y a plein de secteurs qui recrutent, c'est vrai qu'on recrute à Montparnasse, c'est pas faux, et de l'autre côté, il y a des demandeurs d'emploi, c'est pas faux, et puis la vision fine, qui est la vision qui est portée par les territoires de comment on fait se rencontrer. Et ça, moi, je suis persuadé que ce sont les élus locaux, avec leur expérience, et avec des moyens parfois même assez simples, qui peuvent vraiment faire en sorte de résoudre ces problèmes. Parce que vous voyez, si on reste en macro en disant, oh là là, regardez, ça va se rencontrer, mais en fait, non, ça se rencontre jamais. D'accord. Donc c'est ça que vous voulez. Alors donc dans la cohésion des territoires, c'est ça que vous nous interpellez sur en fait la baisse des dotations financières et le fait qu'on fait les choses à moitié. On fait les choses à moitié, c'est-à-dire on délègue. Il n'y a pas de pouvoir d'autonomie des collectivités et notamment d'expérimentation. L'expérimentation, elle a été introduite dans la Constitution il y a maintenant plus de 10 ans. Beaucoup de présidents de la République, le président de la République l'a dit, j'aimerais bien qu'on puisse développer les expérimentations des collectivités et quand ça marche, qu'on puisse les généraliser. Très bonne idée. Très bonne. Alors, bon, vraiment, c'est une idée que je porte, mais je ne l'ai toujours pas vue. Et puis, je veux dire, il y a des choses aussi, moi, qui me dérangent. On est en Île-de-France. Aujourd'hui, en Île-de-France, on a du mal à recruter des enseignants, on a du mal à recruter des aides-soignants pour nos hôpitaux. Pourquoi? Parce que les salaires de ces fonctionnaires sont très bas. Absolument. Ils sont très bas et donc ils ont du mal à se loger dans notre région. Mais la différence entre un fonctionnaire qui habite dans un endroit où l'immobilier est très peu cher et la région parisienne, c'est 3%. La prime de résidence, c'est 3% maximum. Le différence de coût de la vie, il est à 15%. Vous voyez, ce genre de choses, ça c'est d'égalité aussi, en prenant compte de la situation sur les territoires. Il faut absolument qu'on tienne compte de la situation de l'Île-de-France. On parle beaucoup des zones rurales à raison, mais nous aussi on a nos spécificités. Donc on est une région chère, c'est ça que vous voulez dire, et donc les gens n'arrivent ni à se loger, ni à se vivre correctement. Mais regardez encore une fois, dans le privé, les salaires suivent le différentiel de coût de la vie. Mais dans le public, encore une fois, pour un enseignant en début de carrière, pour une aide-soignante en début de carrière, c'est impossible. Et puis regardez à l'autre bout, je dirais, des âges, regardez le prix des EHPAD dans notre région. C'est jusqu'à 3 fois la moyenne nationale. C'est même 3 fois en moyenne la moyenne nationale. Il faut absolument qu'on agisse sur ces différentiels aussi au niveau de notre Alors région. comment peut-on renouer avec les élus? Est-ce que les élus sont suffisamment solidaires et s'expriment finalement suffisamment d'une seule voix? Comment on peut faire? Ah non, c'est le propre des élus. Heureusement, ils ont des associations d'élus. Association des régions de France, Association des maires de France, Association des petites villes, des petites villes aussi d'Île-de-France. Qui sont souvent, d'ailleurs c'est impressionnant, je pense à l'association des maires rurales, l'association des maires de montagne, ces gens qui ont plein de solutions à apporter, qui bossent énormément, et ce serait dommage de ne pas les écouter quand on fait la loi. Donc on ne les entend pas assez, même pour nous, oui, vous pensez que nous, en ville, en fait, ils pourraient nous donner des idées, c'est ça que vous voulez nous dire? Regardez, vous savez bien dans le Val d'Oise quels sont les maires qui innovent et ceux qui n'innovent pas. Je ne connais pas assez bien pour donner des bons points et des mauvais points, c'est pas moi qui vais le faire, mais vous le savez. Vous savez quand une mairie met en place des choses un peu innovantes, un peu nouvelles, et quand vous dites, bah, tiens, ça pourrait inspirer d'autres. On le sait, on a besoin de s'inspirer de ces bonnes pratiques. Alors en Val d'Oise, on a un petit peu la chance d'être à la fois un territoire, voilà, des très bons maires, ça c'est vrai, mais surtout on a des territoires très diversifiés, donc on a à la fois du rural et à la fois des agglomérations bien concentrées. On a un petit peu les deux. Alors, autre information du jour avec vous, Jean Spiri, c'est la publication de votre livre « Demain, tous estoniens ». Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est un jeu de mots? Non, pas du tout, c'est pas un jeu de mots. Je sais que ça peut être étonnant, comme l'ont dit les fans de jeux de mots, parce qu'on ne connaît pas bien l'Estonie, mais l'Estonie, c'est le premier pays qui s'est doté d'un État totalement numérique, puisque vous avez 99% des services numériques, des services publics qui sont disponibles en ligne, très simple d'accès avec une carte, avec une puce électronique que vous rentrez avec un lecteur dans votre ordinateur. Vous avez accès aux services, vous êtes identifié et vous pouvez absolument tout faire. Il y a 3 choses que vous ne pouvez pas faire, c'est vous marier, divorcer et acheter une maison pour l'instant. Pour l'instant, parce qu'en fait on pourrait le faire techniquement, mais je trouve que quand même se marier par voie électronique, c'est pas très sympa. C'est un modèle qui est très intéressant parce qu'en fait c'est pas seulement de la technologie, des outils, mais c'est aussi un plan de formation qui a commencé en 96, dans toutes les écoles du pays, dans toutes les bibliothèques du pays, auprès des personnes âgées, pour que justement toute la population soit en mesure d'utiliser cet état numérique. C'est une infrastructure qui couvre tout le pays. Donc ils ont mis 24 ans avant de sortir cet outil, c'est ça? Non, l'outil existe depuis le début des années 2000. Mais ils ont commencé la formation en 96, à un moment où je ne suis pas sûr qu'on parlait beaucoup ici de formation au numérique.
Donc il y a un vrai projet global de société. C'est ça qui est intéressant. C'est un projet qui est très inclusif. Internet est un droit fondamental. Donc à la fois ça marche, c'est très séduisant, parce qu'on peut créer son entreprise en 18 minutes, on peut payer ça en ligne bien évidemment comme en France, on peut faire tout un tas de démarches en ligne. Les services privés, on y a accès aussi en s'identifiant avec la même carte, donc on paye son parking avec la même carte. Donc on a vraiment une vie qui est très très simplifiée. Les ordonnances papier n'existent plus. On présente sa carte chez le médecin, il tape, hop, on récupère sa carte, on va chez le pharmacien. C'est vraiment un pays dématérialisé et avec un vrai projet politique, c'est très très intéressant. Est-ce qu'on connaît la moyenne d'âge des gens qui utilisent Oui, tout à fait. C'était Jacqueline Boraz. On connaît le taux d'utilisation chez les personnes âgées notamment, qui dépasse les 90%. Il y a toujours la possibilité d'avoir des services papier, mais on est à plus de 90% d'utilisation de la carte chez les personnes âgées, ce qui montre que tout le travail de formation a produit son effet. Voilà, c'est tout le pays en fait qui s'est formé à ça. Et bon, c'est un pays jeune, ceci dit, l'Estonie. Et puis ils sont pas très très nombreux, donc c'est peut-être plus facile aussi à mettre en place. Peut-être. J'ai un gros point de désaccord. Alors c'est un pays jeune, ça on est d'accord. C'est-à-dire que c'est un pays qui n'avait pas d'administration. Donc contrairement à chez nous, il faut transformer l'administration. Il faut vraiment lui apprendre à travailler différemment, à mettre le citoyen au centre, comme le fait l'Estonie, à penser ce que le service sera dessiné pour que ça soit simple d'usage, etc. Là, il y avait à créer, il n'y avait pas à changer. Ce qui est souvent plus simple. C'est plus simple. Donc oui. ça, on est entièrement d'accord. Après, on me dit souvent c'est un petit pays. Ouais, c'est un petit pays qui avait un tout petit budget, qui sortait de 50 ans d'occupation, qui a une densité qui est inférieure à celle de la France, parce qu'ils ne sont pas nombreux, mais sur un grand territoire. Donc finalement, il y avait aussi beaucoup d'obstacles. Je crois que ça reste néanmoins un modèle, aucun modèle n'est duplicable dans l'État. Mais c'est un modèle qui est très inspirant et pour toute l'Europe. C'est vrai que c'est très inspirant et ça donne envie pour un chef d'entreprise notamment de pouvoir créer son activité en un clic. D'ailleurs, on attend, Bruno Le Maire a annoncé les guichets uniques. Bon, ça existe déjà avec les CFE qui sont dans les chambres de commerce, mais on attend de voir ce que ça va donner, si ça va simplifier ou pas la tâche pour notamment les créateurs d'entreprises. Et c'est vrai que quand on a des démarches à faire en France, c'est pas très simple. On a souvent des bâtons qui sont mis dans les roues au lieu de faciliter finalement les tâches. Jean Spiri. Un mot. Il y a une mesure dans la loi estonienne qui pourrait faire rêver n'importe quel Français. L'administration n'a pas le droit de demander 2 fois la même information à un citoyen. Elle doit se débrouiller entre ses services pour la retrouver. Ah oui, ça c'est pas mal. Donc ça veut dire une grande banque de données commune finalement. C'est donc une base de données commune. Donc là, on en vient au big data finalement. Ça c'est comment peut-on... C'est très contrôlé, très transparent. Et ça, c'est important. Mais je pense que la blockchain va nous offrir des moyens technologiques, informatiques qui vont pouvoir, qu'on va pouvoir mettre en place petit à petit, mais ça va prendre un petit peu de temps pour la France. De toute façon, je vais recevoir la Direction générale des entreprises. Eh bien, ce sera le 15 octobre. Et justement, ils sont en pleine réorganisation. C'est ce qu'il m'a dit hier quand je l'ai vu. Et donc, il va nous dire tout ça le 15 octobre. Merci Jean Spiri. Alors, un dernier mot en ce qui vous concerne quand même. Vous avez utilisé pas mal, et on l'entend pas mal en politique, le mot subsidiarité. Avant qu'on termine notre entretien, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pourquoi tout le monde utilise ce mot en ce moment en politique? En fait, la subsidiarité, c'est un mot très compliqué pour un concept très simple. Quand on dit proximité, on ne traduit pas exactement l'idée, mais il y a de ça. C'est-à-dire que la subsidiarité, c'est mettre à la bonne échelle d'action politique, par exemple, ce qui doit relever de l'Europe. Qu'est-ce qui doit relever de l'Europe? Qu'est-ce qui doit relever de l'État? Qu'est-ce qui doit relever de la région? Qu'est-ce qui doit relever, etc., etc. Et ne pas se tromper d'échelle. La subsidiarité, ça veut dire ça. Ça veut dire que les problèmes ne se résolvent pas si on ne les traite pas à la bonne échelle. Et puis peut-être aussi dans sa globalité, parce qu'on parle de sujets, mais quelquefois on oublie aussi les incidences. Par exemple, on parle de mobilité, on parle d'emploi, mais on oublie la mobilité, la capacité à se déplacer. Enfin, voilà, plein d'autres sujets à voir avec vous, Jean Spiri, ultérieurement. Je rappelle que vous êtes élu à Courbevoie, vous êtes aussi conseiller régional d'Île-de-France, chargé de l'éducation et de la jeunesse, et vous venez de publier un livre qui s'appelle Demain, tous estoniens. Alors, quelle est la maison d'édition? 100 000 milliards. 100 000 chez 100 000 milliards. Merci. C'est pas le chiffre des ventes encore. Voilà, c'est très intéressant effectivement de regarder le modèle estonien parce que ça montre l'agilité au niveau étatique et gouvernemental.
qu'on essaye en fait en ce moment de mettre en place. On va voir combien de temps il va nous falloir pour le faire. Allez, on fait une nouvelle pause musicale, toujours avec Aznavour, et on revient tout de suite après. Non. Non, je ne le connais pas. Valdoise numérique. Ah bah, je vais le contacter alors. Ah oui, avec plaisir. Ah oui, bien sûr. Anne, je vous donne la parole après. On y va? Alors, on va passer la parole après à Anne. Donc Jean, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Et vous aussi, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. C'est justement sur la jeunesse, ça va bien avec vous, parce que c'est pour ça que je voulais que vous soyez là tous les deux ensemble. Parce que elle dirige une association, ou c'est une SAS? Une association et aussi une entreprise. Voilà. Pour faire coller les jeunes au bon métier, on va dire. Donc elle va nous expliquer tout ça. Et sinon, vous, au niveau régional, Jean-Pierre, vous vous occupez des lycées? Non, en fait, c'est à Courbevoie que je m'occupe de l'éducation. D'accord, mais pas au niveau régional. Non, je m'occupe de la santé au niveau régional. Ah, c'est la santé, d'accord. Qui est-ce qui s'occupe des lycées au niveau régional, vous savez? Oui, c'est Marie-Carole Chiantou. Marie-Carole, comment? C-I-N-T-U. Parce qu'on voudrait développer avec la radio des liens avec les lycées pour faire venir les élèves à l'antenne. Je pense qu'il faut qu'on s'adresse à la région. Comme ça, ils pourraient nous faire des chroniques, ça serait sympa. On a pour combien de temps, Quentin? Non, là, il faut qu'on reprenne parce que là, il est déjà 4. Devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. Sur IDFM, on revient tout de suite. Vous avez entendu, c'était donc Je me voyais déjà, le titre majeur qui a fait connaître Charles Aznavour. Nous sommes donc en compagnie d'Anne Nicolai Fournier, de Jean Spiri et d'Antoine Gilles et Géraud Gentric. Alors, on va passer la parole à Anne tout de suite. Anne Nicolai Fournier, alors vous présidez Euro-France Média SAS et puis aussi Euro-France Association pour orienter les jeunes vers des métiers qui recrutent. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites au sein de votre association et puis surtout, bien sûr, votre actualité, c'est le 9 octobre, vous lancez 2 concours, on va dire, un qui est Je filme le métier qui me plaît et l'autre Je filme ma formation. Alors déjà, votre association pour aider les jeunes, pourquoi ? Alors, parce que tout à l'heure, nous évoquions en effet la difficile rencontre entre les métiers d'une part et puis les candidats d'autre part. Et en effet, cette rencontre peut être difficile et il y a un vrai sujet qui est celui de l'orientation des jeunes. Puisque en moyenne, un jeune connaît à peu près 20 métiers, un adulte seulement 34 et des métiers, alors quand on prend un référentiel qui est celui du ROM, donc de Pôle emploi, il en existe plus de 10 000. Alors l'objectif, ce n'est pas de connaître 10 000 métiers, ça n'aurait pas de sens, mais rien que le nombre, 10 000 métiers interpelle, parce que qui sait qu'il y a 10 000 métiers. Mais le fait est qu'on sait tout à fait de manière très pertinente que les jeunes qui ont une culture des métiers plus élargie que celle dont ils disposent aujourd'hui, donc si on peut élargir le champ des possibles, eh bien ça peut être, et c'est un vrai rempart, notamment au chômage concrètement. Puisque ce qu'on sait, c'est que également un métier bien choisi donne du sens aux études et à la vie. Donc on peut lutter également à travers une meilleure connaissance des métiers au ce qu'on appelle au fameux décrochage scolaire. Il y a par année à peu près 150 000 jeunes qui sortent sans diplôme. Et si les métiers étaient davantage connus, il y aurait en effet moins de drames sur notre jeunesse qui est vraiment l'avenir de la France.
Alors, nous, notre réponse, nous avons une réponse extrêmement pragmatique, c'est-à-dire nous organisons des concours, alors nous faisons aussi d'autres choses, mais nous organisons des concours assez médiatiques donc à destination des jeunes pour leur faire découvrir les métiers et les formations. Donc ça s'appelle « Je filme le métier qui me plaît ». Donc on demande aux jeunes dans les collèges, lycées, structures d'insertion, universités, etc., écoles de la seconde chance, enfin tout type d'établissement, de réaliser un film court, bien sûr, un film de 3 minutes sur un métier qu'ils croient connaître, un métier qu'ils voudraient découvrir, etc. Donc ça, c'est « Je filme le métier qui me plaît ». Nous sommes sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale, du ministère du Travail, du ministère de l'Enseignement supérieur, et tout ceci depuis plus de 12 ans maintenant. Et puis, il y a l'autre concours qui existe seulement depuis 3 ans, qui s'appelle « Je filme ma formation ». Donc, sur le même modèle, les jeunes filment la formation, les études qu'ils sont en train de faire. Et donc, ça, c'est important car nous sommes en train de construire, en fait, une méga base de données vidéo. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, donc ça, c'est vraiment, en effet, une pépite de vidéos, tant sur les métiers que sur les formations. Et à ce jour, on a à peu près une base de données de 3000 vidéos. Sachant donc, sur les 10 000 formations que vous avez évoquées, vous les couvrez toutes? Oui, quasiment. Ouais. Mais est-ce que ça couvre les métiers, comme on dit, du futur? Alors, justement, voilà, ça c'est une très très bonne question. Donc, on couvre tous ces métiers sur un plan, enfin sous un angle ou sous un autre. Alors, quand on parle des métiers de demain, c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est compliqué les métiers de demain parce que en fait, ils s'appuient malgré tout sur des compétences d'aujourd'hui. Il faut quand même pas se leurrer. Ce qui peut changer en effet, ce sont les technologies. Ce qui peut changer, voilà, c'est la manière de pratiquer le métier. Mais en soi, les métiers de demain, voilà. Alors c'est quoi par exemple? On parle de beaucoup data analyst, data scientist. Donc voilà, ce sont des personnes spécialisées des algorithmes qui vont être capables de collecter des données, surtout de les analyser. Donc tous ces métiers-là, justement, dans Je filme le métier qui me plaît, pour revenir à nos actions concrètes, nous faisons filmer les jeunes, nous les sensibilisons à ces métiers ou disons à l'évolution de ces métiers. Puisque dans Je filme le métier qui me plaît, qui est un concours, on l'organise par catégorie, parrainé par des grandes entreprises ou des fédérations qui ont intérêt à communiquer sur leur secteur. Et à chaque fois, ce sont des secteurs porteurs. Mais là-dessus, je voudrais dire qu'il y a des vraies problématiques, car par exemple, on parle du numérique, mais finalement, les jeunes ne sont pas tellement enclins à aller sur les métiers du numérique, donc ce qui est très paradoxal. Ça ne leur plaît pas. Je ne dis pas que ça ne leur plaît pas, mais ça ne leur parle pas forcément, et on manque de profils sur ce sujet-là. On manque d'ingénieurs, mais on manque aussi de techniciens. Et il y a quelque chose qui est en train de se construire qui est assez grave. Le monde de demain sera un monde d'algorithmes, guidé beaucoup par les algorithmes, dans tous les secteurs. On parlait tout à l'heure de l'agriculture, on est en train de développer énormément de choses sur l'agriculture, mais à bon escient, j'entends, puisque en effet, l'agriculture avec les algorithmes va être beaucoup plus respectueuse de l'environnement. L'industrie va être complètement révolutionnée aussi, maintenant on va faire beaucoup plus de prévention, ce qu'on appelle prédictive. Donc l'industrie va évoluer, enfin tous les secteurs de l'économie vont évoluer, mais vraiment le numérique en tant que tel va être, enfin les métiers de demain vont être guidés en effet par le numérique, et le numérique va être guidé par ce qu'on appelle les GAFA, donc Google, Facebook, Amazon, et d'autres, Apple, et d'autres, de toute façon. Oui, mais alors il y a quelque chose d'important, c'est que dans ces métiers-là, il faut bien voir qu'il y a aujourd'hui et demain, il n'y aura pas de femmes. Donc le monde de demain est en train de se construire sans femmes. Alors c'est vrai que je suis une fille, donc je suis assez sensibilisée à cela, mais c'est vraiment un vrai sujet, car les algorithmes ne sont pas neutres. Il peut y avoir des biais, ce qu'on appelle des biais de genre, et ça c'est une vraie problématique. Et j'engage les élus à travailler sur ce vrai sujet qui est intéressant. Jean Spiry va sans doute apporter une réponse. Non, déjà je voudrais saluer votre initiative parce que en matière d'orientation, on le sait, c'est la rencontre humaine, c'est la force de la rencontre avec des professionnels, la réflexion sur ce qu'on veut faire qui permet la bonne orientation. Et aujourd'hui, on souffre du manque d'orientation dans notre pays. Donc, vraiment bravo parce que c'est une super initiative. Non, je vais juste rebondir parce qu'il se trouve que par ailleurs, j'ai une vie professionnelle. Je suis responsable de la stratégie d'un groupe qui s'appelle OnePoint, qui est un groupe du numérique. Et en effet, aujourd'hui, on manque de profils à recruter. On voit que l'éducation ne s'est pas assez finalement orientée vers ces métiers de compétences du numérique. Et par ailleurs, on est très attachés à l'égalité entre les femmes et les hommes. On a beaucoup de mal à recruter des femmes parce que ce sont des métiers qui sont très masculins.
Donc si les métiers de demain sont des métiers qui sont quand même sont majoritairement masculins, et ce qui est lié à des représentations, ce qui est lié à l'orientation vers les sciences, etc., etc., je veux dire, ce qui est lié à tout un système éducatif ancien, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire évoluer, mais en effet la conséquence c'est qu'on a beau essayer, aujourd'hui on manque cruellement de femmes sur ces métiers du numérique, ce qui est très inquiétant. En revanche, quand on voit, quand elles créent des entreprises, là en revanche il y a énormément de créatrices d'entreprises. Absolument, mais ce qu'on voit aussi, c'est que souvent les jeunes, même en classe de terminale, ne savent toujours pas ce qu'ils vont faire. Donc ça, c'est très bien, je trouve, ces films. C'est pourquoi j'ai invité Anne-Nicolas Fournier à nous parler de ça, parce que l'image parle à tout le monde. Voilà. Alors notamment, là, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes parlent aux jeunes. Et les jeunes sont très matures dans la vidéo. Et justement, ils n'aiment de moins... Et d'ailleurs, on le voit bien, les agences de publicité, etc., de communication s'en plaignent. Mais les jeunes sont de plus en plus imperméables, en fait, à la communication, ce qu'on appelle officielle, institutionnelle, classique. En revanche, quand les jeunes parlent aux jeunes avec leurs vrais mots, c'est-à-dire quand concrètement, ils sont à la rencontre d'un professionnel, d'un ingénieur qui leur explique leur métier, eh bien, voilà, il y a des choses qui se passent et des jeunes qui découvrent, en effet... des choses tout à fait intéressantes. Alors, la beauté, enfin, nous, notre originalité, c'est que justement, comme on le dit, c'est très difficile de faire connaître tous ces métiers aux jeunes. Nous organisons un triptyque, en fait, c'est-à-dire, nous relions 3 mondes très différents, le monde des métiers et de l'économie, notamment qui recrutent, bien sûr. D'autre part, donc, le monde de l'éducation au sens large, donc c'est-à-dire cette force de jeunes qui représente l'avenir de demain. Et puis, on les relie avec le cinéma. Voilà. Donc, c'est ça qu'on a eu comme idée. Et donc, ça veut dire concrètement, par exemple, on fait toujours des remises des prix vraiment majestueuses. Et pour cela, on privatise l'intégralité. Ce sera au Grand Rex au mois de mars. Voilà. Mais également, on a toujours des présidents du jury complètement atypiques et superbes. Ça a été Claude Pinoteau, donc un réalisateur très connu pendant 5 ans, puis Colline Serrault, Costa Gavras. Et là, voilà, je ne peux pas vous le dire encore, mais ça va être une star. C'est sous le coude, c'est pas encore française, signé. Voilà. Non, mais par contre, comment fait-on Qui peut concourir alors? Comment fait-on? C'est le lycée qui doit s'inscrire? C'est le proviseur du lycée qui inscrit les élèves? Comment ça se passe? Alors, souvent, c'est une démarche des jeunes, mais en effet, il nous faut un adulte référent en face de nous. Donc, c'est en effet un enseignant, souvent un collège, lycée ou d'une structure d'insertion, qui va candidater. Nous regardons les candidatures et après, ils font leur film. Alors peut-être Anne-Nicolas Fournier, vous pouvez nous rappeler les étapes pour concourir? Oui, tout à fait. Donc, dans Je filme le métier qui me plaît, on va faire le lancement donc, très prochainement, la semaine prochaine. Donc, les candidatures sont attendues pour le 19 janvier, pour Je filme ma formation également. Et pour Je filme le métier qui me plaît, donc les vidéos sont attendues pour le 15 mars. Et pour Je filme ma formation le 2 février. Et donc, donc tous les lycées ou tous les établissements d'enseignement peuvent concourir de toute la France. Toute la France et même l'international, puisque nous avons tous les lycées français à l'étranger. Tous les ans, nous avons le lycée français de Tokyo, de New York, qui nous fait des films extraordinaires. Toutes les informations sont à retrouver sur votre site. On va rappeler l'adresse, Anne-Nicolas Fournier. Donc, je filme le métier qui me plaît.tv et je filme ma formation.tv. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et puis surtout, ce que j'ai trouvé dans cette initiative, c'est qu'au moins là, on a une vraie corrélation entre les métiers qui recrutent et une formation et non pas l'inverse. Parce que c'est bien de choisir quelque chose qui plaît, mais en tout cas, faut-il avoir un métier derrière qui nous embauche tout de suite. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite passer la parole à justement notre start-up du jour. C'est la société Biovore avec 2 frères, Gilles-Antoine et Géraud Gentric. Expliquez-nous ce que vous proposez avec Biovore. Biovore, c'est simple, c'est un outil qui permet l'achat de produits biolocaux directement auprès des producteurs. Voilà, je ne peux pas faire plus simple. Alors, expliquez-nous quand même, parce que c'est pas si simple. Alors, qui peut commander? Quelle zone de chalandise? Quel type de produit? Tout type de produits biolocaux. Nous, on a le plus vaste choix de produits bio locaux. Il n'y a pas d'outil qui offre plus de choix. Alors, vous allez me parler, je vais vous apporter quelques précisions. Donc, par produit bio, on n'a aucune limite. Voilà. Tout ce qui peut être bio, on le propose. En revanche, tout ce qui est local, ce sont des produits qui sont cultivés ou façonnés. Donc ça peut être des produits maraîchers, des carottes, ou alors des produits façonnés, genre du savon, ou alors des fromages, en Ile-de-France, à moins de 100 km de notre lieu de commande. Voilà. Donc notre zone de lancement, c'est l'Île-de-France. Plus tard, ce sera aussi la Drôme, qui est une grosse production en agriculture biologique.
Mais pour l'instant, on est vraiment en Île-de-France. On est concrètement une plateforme qui s'appelle une marketplace. Le terme technique, c'est marketplace. Ça veut dire que les producteurs mettent leurs produits en ligne au prix qu'ils veulent. Nous, on n'a pas voulu mettre de seuil. On leur a dit, ça vous coûte cher de produire, le produit est cher, à vos yeux, le produit est pas cher, enfin peu importe, on ne rentre pas sur le débat du prix, le produit a un coût, c'est vous qui le mettez. Voilà. On part du principe que le marché va se réguler, que si jamais il y a une tomate qui coûte 2 fois plus cher qu'une autre tomate, elle ne se vendra pas, donc du coup, à un moment, le tri va se faire tout seul. Exactement, ou tout le moins les prix vont se réguler parce qu'il y aura toujours une très forte demande en produits bio. Et ensuite, le consommateur, via son téléphone ou via le site internet biobord.com, peut commander. Et si jamais il habite Paris intramuros, peut se faire livrer à domicile. Et si jamais il habite dans la petite couronne, il peut choisir des points relais. On a une dizaine de points relais actuellement et on cherche à les étendre. Alors pour l'instant, vous êtes au niveau de la région parisienne. Donc on a compris que pour Paris, on pouvait l'avoir rapidement. La livraison se fait dans les 48 heures, si j'ai bien compris. Par contre, pour l'Île-de-France, où avez-vous pour le moment vos points relais? Alors, on a des points relais qui sont un peu éparpillés dans la petite couronne. Il y en a un à Neuilly, il y en a un à Vincennes, un autre à Issy-les-Moulineaux. Pour ne pas vous cacher, j'en suis désolé, actuellement le Val d'Oise est un petit peu... on n'a pas de point relais, on va essayer d'en mettre à Saint-Ouen et puis de monter petit à petit. Enfin, votre société est toute récente, il faut vous laisser le temps de vous développer aussi. Merci. Et l'idée après c'est aussi d'avoir une logistique qui puisse accompagner. On fait de la qualité, on veut que les gens vivent une expérience hyper intéressante. Donc du coup, on n'est pas là pour apporter des produits dégradés, abîmés. Donc non, quitte à prendre un petit peu notre temps pour apporter une expérience exceptionnelle aux clients. Donc on commande sur votre site. Exactement. On peut passer commande jusqu'à quand et quand est-on livré? Alors actuellement, on commande jusqu'au mercredi 14h et on est livré le jeudi soir. Et l'idée qu'on est en train de développer, c'est de commander. On commande le jour J à 14h et on est livré à J+2 le soir. Voilà, de façon assez régulière. Alors, j'aimerais juste apporter quelque chose sur Biovore. Ce qui nous intéresse beaucoup dans Biovore, c'est de recréer du lien en fait, entre les gens, vu que c'est de la vente directe. Donc, c'est-à-dire que le flux financier, techniquement, va aller de la poche du consommateur directement sur la poche du producteur. Voilà. Nous, on est vraiment un outil. Alors, comment vous rémunérez? Le producteur, en fonction de son chiffre d'affaires, nous reverse 15%. Voilà, le terme, c'est 15%. Donc, quand on paye sur votre site, on paye directement au producteur, finalement. C'est le principe. C'est pour ça qu'on ne veut pas limiter le prix. On se dit, voilà, le producteur met le prix qu'il veut, il sait qu'après, il nous reverse 15% et il n'y a pas de frais cachés. Il sait qu'il nous reverse 15%. Donc, c'est un modèle économique original, on va dire. Et en plus, au-delà de l'originalité, il n'y a pas de stock. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on récupère le jeudi matin, on le livre le jeudi soir, donc c'est de l'ultra fraîcheur, et c'est tout made in Île-de-France. Mais alors, qui livre? C'est le producteur ou c'est vous? Non, c'est nous. Le producteur, son job, c'est pas de conduire des camions. Son job, c'est de faire des bons produits. Donc nous, après... Vous allez chercher la marchandise. Avec un camion réfrigéré qui va chercher les produits. On a la chance d'avoir des locaux à Bourse, donc au cœur de Paris. Donc, ce qui est hyper pratique pour après faire le dispatch avec nos cyclistes, nos coursiers cyclistes qui dispatchent ça. Finalement, vous allez recréer des mini-halles dans Paris. Oui, avec grand plaisir, si jamais on peut respecter... Espérons. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, expliquez-nous un petit peu, on va passer maintenant côté financier, votre modèle économique. Comment vous avez créé? Est-ce que vous avez fait appel à des investisseurs? Lesquels? Et quelle est la prochaine étape vers laquelle vous voulez aller? Alors, je vais essayer peut-être Géraud, qui est plus à l'aise là-dessus. Géraud. Pour cette partie-là, du coup, en fait, pour que les investisseurs investissent vraiment, il faut d'abord générer suffisamment de trafic pour que ce soit intéressant. Donc là, on est en train de générer du trafic. Donc, comme vous avez dit, c'est assez jeune, quoi. Donc on manque de notoriété pour l'instant, mais on génère du trafic. Là, en novembre, là, on est déjà en contact avec des investisseurs, donc on s'est complètement autofinancé au début. On ne peut plus s'autofinancer. Donc, on a discuté avec des investisseurs étrangers. Il s'avère qu'on a, vous avez rencontré Jean, donc, du coup, qui connaît d'autres personnes. Et donc, je me suis mis en relation dimanche, pas plus tard que dimanche à midi. J'ai discuté avec des investisseurs, notamment australiens, qui cherchent à investir de l'argent, mais ils ont bien réussi dans leur vie, mais
ils disent, enfin, j'ai 60 ans, j'ai envie d'investir pour une bonne cause, quoi. Alors, il y a plusieurs bonnes causes, hein, mais notamment l'agriculture et le bien-être, quoi. Et donc, ils cherchent des entreprises à investir. Et nous, on est en train de se placer pour récupérer des pains, pour faire une levée de fonds. Alors, votre levée de fonds, vous allez la dédier à quoi pour votre développement? Alors, quelles sont les prochaines étapes? Ça va être sur 2 postes, quoi. Ça va être, quand on fait de façon assez générale, ça va être la technologie et ça va être la notoriété, quoi. Et 3 postes finalement avec la logistique. Donc ça va se traduire dans le marketing, ça va se traduire dans la nouvelle technologie, c'est-à-dire les développeurs, enfin donc toute une équipe, et la logistique. La logistique, c'est une merveilleuse région, l'Île-de-France, sauf que c'est compliqué la logistique. Extrêmement compliqué, c'est ce qui met parfois en jeu la rentabilité d'une entreprise, quoi. Et d'autant plus qu'avec 15%, on ne peut pas payer la logistique. Donc, on demande aux consommateurs de participer à ces frais. Donc, ce n'est pas les grands frais non plus, mais justement, il faut qu'on baisse au maximum. Il n'y a pas de stockage, donc on baisse au maximum. Donc, là, on arrive, mais il faut quand même un professionnel là-dessus pour optimiser vraiment au maximum. Alors, combien coûte la livraison d'un produit, puisqu'on achète, vous avez dit directement au cultivateur, il faut payer donc la livraison, c'est ça? C'est ça. Alors, combien chaque panier coûte à peu près? Alors, en fait, le panier moyen est aux alentours de 50-52 euros. D'accord, c'est la moyenne. La livraison en point relais est à 3 euros, la livraison à domicile est à 8 euros. On part du principe que vu qu'on ne marche pas énormément, à chaque fois qu'on voit des livraisons gratuites, des Amazon qui disent voilà, vous êtes livré gratuitement, en fait, c'est que la livraison a déjà été prise avant et qu'ils ont tellement margé que maintenant ils peuvent se permettre de réduire un peu leur marge. Bien sûr. Nous, on n'est pas dans ce schéma-là, on est dans un schéma de transparence totale et donc de dire voilà, vous savez qu'on prend 15%, 15% ça ne suffit pas pour faire la livraison. Comme disait Jérôme, encore plus à Paris où maintenant, bientôt, les camions vont être interdits. Enfin, je crois que c'est l'objectif des Jeux de 2024 avec des hubs où les camions... la voiture électrique, il faudra passer par des véhicules électriques. Hein. Oui, mais sauf que les camions électriques avec température régulée, c'est quand même compliqué. Alors, on va rappeler donc l'adresse de votre site. Hein, donc, ça s'appelle... Biovoir.com. Voilà, donc on peut commander des légumes, des fruits, de la crèmerie, du savon, de la bière, tout ce qui concerne l'hygiène et l'alimentaire de notre vie de tous les jours. Merci à tous les deux, on vous souhaite bonne chance. Merci. Et puis on va repasser la parole à Jean Spiry pour un petit mot de conclusion. Jean Spiry, 2 minutes pour conclure. Peut-être on peut conclure sur justement la politique de la région Île-de-France. Moi, j'étais en train de regarder biovoir.com parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Oui. Et en fait, d'ailleurs, c'est je vous le confirme, moi j'ai été voir les produits, c'est magnifique. C'est une bonne manière de rebondir sur la politique de la région Île-de-France parce que une des priorités aussi de la politique régionale, c'est l'agriculture. On en parle assez peu, on oublie combien l'Île-de-France est une région agricole, et vous l'avez dit tout à l'heure, le Val d'Oise, avec le Vexin notamment, est une grande région agricole, est un grand département agricole. Et nous, on soutient beaucoup cette idée de pouvoir produire en local, de produire plus près. Et on est persuadé qu'on peut améliorer la qualité de vie des Franciliens aussi grâce à cette agriculture de proximité. Mais vous l'avez dit, ça nécessite de la logistique. Et on est dans une région où la question des transports est absolument fondamentale. Et ce qui est en train de s'engager, c'est dur à voir. C'est une vraie révolution dans les transports. C'est-à-dire toutes les commandes de trains, de nouveaux trains, les commandes de bus, certains électriques qui ont été faites ces derniers temps, là, vont arriver sur les lignes. Là, chez moi, à Courbevoie, ça y est, elles sont arrivées. Les nouvelles rames sont arrivées. Tout ce qui va être fait en matière de connectique dans les transports, tout ce qui va être fait en matière de sécurité dans les transports, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Mais je sais que pour les Franciliens, c'est, voilà, quand tous les jours ça ne marche pas, on se dit, oh là là, les transports, ça ne marche pas, mais il y a plein de choses qui sont en train de changer. Et j'espère qu'on commence à les voir. Mais c'est une politique globale. Et c'est pour ça que parfois on oppose un peu Paris, la région, etc. C'est sûr qu'on est obligé de travailler ensemble. C'est extrêmement important sur les véhicules de demain, les véhicules propres, etc., sur les nouveaux transports en commun. Et on avait pris un retard qui est absolument colossal dans la région. Donc on a beaucoup de boulot, on a la chance de bien travailler. C'est la même chose pour les lycées. On avait pris beaucoup de retard. Là, le lycée Lucie Aubrac, vous en parliez, il a été inauguré cette année. Ça faisait des années qu'on en parlait et là enfin il sort de terre. Dans le Val d'Oise, vous avez aussi des lycées à rénover, vous avez des lycées à construire. Il faut qu'on sache investir pour que cette région redevienne
aussi agréable à vivre. Ça passe par vraiment de la proximité, ça passe par l'agriculture, ça passe par ce que vous faites aussi d'ailleurs, par le lien de proximité, comme le fait IDFM. Ça passe par des grandes politiques, les transports, les lycées, l'attractivité économique, on l'a dit, hein, pour attirer les entreprises du Brexit. C'est un grand succès. On pensait que Francfort allait en récupérer plus. En fait, c'est Paris, vraiment, qui s'impose comme la place de la finance. On a toutes les choses pour réussir, donc il faut y croire. Et en même temps, entendre les difficultés du quotidien. Parce que moi, quand je lis, comme j'ai lu l'autre jour, qu'il y a un certain nombre de cadres qui voulaient quitter la région parisienne, qui disaient on en a marre, on n'en peut plus, ça nous interroge tous. Il faut vraiment qu'on se mobilise pour ça. Merci encore pour votre invitation. Merci surtout à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui. On va se retrouver demain pour une émission aussi passionnante qu'aujourd'hui. En tout cas, on vous souhaite une très belle journée et on se quitte en musique comme d'habitude. Bonne journée, à demain. Merci. Bio, ça s'écrit comment? BIO, BOR.